présentation et pour les mots de bienvenue. Et comme il vient de le dire, cette journée elle est pour, en quelque sorte, pour les nouveaux. Et c'est pour cela qu'on aurait aimé avoir beaucoup de nouveaux. Parce que cette journée Fouladunga, elle est organisée pour aider les nouveaux. Et là, franchement, c'est un grand plaisir de voir des nouveaux assister à la réunion. Et comme on l'a toujours dit, c'est pas la quantité qui compte en fait, c'est la qualité. Et je pense que c'est l'idéologie que Thierno Amadou il a toujours prôné. C'est avec la qualité qu'on parvient à faire de la quantité. Et je pense qu'on est dans ce dynamisme-là. M. Fouladou Wandia, depuis des années, certes, n'a pas une grande quantité, mais quand même, ça se voit que la qualité, elle est là. Et en entendant parler le CG qui vient de parler, ça se voit que, franchement, que Thierno, là où il est, il peut être fier de nous, en fait. Parce que ça se voit que l'ambition, elle est là et que la détermination, elle est là. Il réussit à tout concrétiser. Maintenant, pour résumer de ce qu'il vient de dire, il a fait une présentation et il a parlé des objectifs. Les objectifs, nous les connaissons tous. Je pense qu'il n'y a pas d'importance à revenir là-dessus. L'objectif principal, c'est d'abord d'unir les fils du Fouladou, la diaspora. C'est l'objectif principal. C'était l'objectif de Thierno Amadou. Et l'association, elle est en train d'œuvrer sur ça. Maintenant, il a parlé aussi du fonctionnement de l'association, de l'organisation des bureaux. C'était en quelque sorte ce qu'il a eu à faire. Et il a parlé aussi du bilan. Le plus souvent, les gens ils occultent le bilan, mais le bilan, je pense, il est indispensable. À travers le bilan, on parvient à voir ce que l'association a réussi à faire. Et je pense que l'association, franchement, elle est dans le bon sommet, on peut dire. En fait. Pourquoi? Parce que comme vous venez de le dire, il n'y a même pas 5 ans, elle est créée et aujourd'hui, elle a une reconnaissance. Et d'ailleurs, même ce qui nous a permis d'avoir cette salle-là. Aujourd'hui, nous organisons notre journée de l'étudiant Fouladunga dans une université publique, chose qui n'est pas donnée à tout le monde, chose qui n'est pas donnée à toutes les associations. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons notre reconnaissance et nous pouvons avoir des collaborateurs. Donc je pense que ça, c'est à saluer et c'est le travail de tout le monde. Et ce travail, il doit être mis en avant. Maintenant, sans autant tarder, comme vous le savez tous, le plus important de la journée, c'est la conférence. Et cette conférence, elle nous sera animée par notre frère Ablaye Bandé qui est là présent, Oumar, le CG Oumar qui est là aussi, le CG adjoint Oumar, et notre frère, le trésorier Wali Seydi, qui va aussi nous dire. Ils vont en fait, à travers leur expérience, donner, comme je l'ai dit tantôt, au nouveau les outils nécessaires pour réussir leur intégration ici en France. Donc sans autant tarder, je pense que je vais donner la parole à Ablaye pour qu'il nous fasse sa présentation. Ablaye, tu as la parole. Sincères remerciements et surtout mes encouragements à notre coordinateur général, Ousmane Baldé. La réussite de nos projets est un témoignage de son travail abattu et de son engagement au sein de l'association. Un grand merci également à tout le monde. Chacun d'entre nous a apporté des idées, a apporté ses compétences précieuses qui ont construit à notre réussite commune. Je suis fier de ce que nous avons accompli jusqu'à présent et je suis impatient de voir les projets que nous pourrons réaliser dans le futur. Encore une fois, merci. C'est un grand honneur pour moi de donner une contribution sur le thème que nous avons choisi pour cette journée. Le thème choisi pour cette journée, pour cette première édition, c'est intégration et insertion professionnelle des étudiants étrangers en France. Et dans ce thème, nous avons deux concepts clés. Nous avons deux mots clés, intégration et insertion. Ainsi, je vais me charger de la question de l'intégration, accentuer ma réflexion sur les facteurs de l'intégration des étudiants étrangers en France. Frère Ousmane, Oumar plutôt, et mon oncle Wali, ils vont approfondir la réflexion sur ce thème et surtout parler de l'insertion professionnelle. Pour parler de l'intégration des étudiants étrangers en France, je ne vais pas chercher loin parce que je vais juste me baser à appuyer mon argumentaire sur mon expérience personnelle, mon vécu personnel depuis la Martinique
jusqu'à ici à l'Hexagone, la France métropolitaine. Je suis en France depuis 2018. Donc je vais juste appuyer mon argumentaire sur cette expérience. Avant une analyse poussée quand même, je tiens à souhaiter à tous les nouveaux arrivants, à tous les nouveaux étudiants, la bienvenue en France, dans ce pays et dans l'association Fraternité de Foulée du Diaspora. Afin de répondre à cette problématique, de ce thème, nous allons essayer de suivre un plan qui ne va pas sûrement répondre à toutes vos questions, mais quand même, du moment où je vais appuyer mon argumentaire sur mon expérience personnelle. Donc, je pense quand même, et je l'espère bien, que ça va apporter une contribution, ça va aider les nouveaux à s'intégrer facilement. Donc le plan, dans un premier temps, nous allons parler du fait d'être étudiant en France, les avantages et les obstacles, les avantages et les inconvénients. Et deuxièmement, les problèmes de l'intégration sur trois volets, administratifs, pédagogiques et sociaux. Donc, et en troisième, je vais donner des directives sur les techniques pour faciliter l'intégration, quelques directives. Et après cela, le frère Omar et oncle Wali ils vont poursuivre la réflexion. Faire ses études en France, c'est une grande chance. On peut dire que c'est une chance immense. Ici en France, quelle que soit la nationalité de l'étudiant, quelles que soient ses origines, nous bénéficions tous des mêmes droits sociaux que les étudiants français. Nous avons l'assurance maladie, nous avons l'aide au logement, la CAF et plein d'autres opportunités qu'on peut bénéficier en tant qu'étudiant étranger en France. Nous avons également dans les universités des professeurs qualifiés, un système éducatif très bien ficelé où le respect de l'emploi du temps est une règle d'or. C'est une règle d'or, c'est quelque chose que nous n'avons pas dans nos pays d'origine. À l'ICAD par exemple, pour finir un programme, c'est tout à fait difficile. Donc c'est ici le respect, comme je l'ai dit, le respect du calendrier, c'est une règle d'or. Et dans toutes les universités, même si un prof est absent, il essaie toujours de rattraper le cours qu'il a raté. Et ça, c'est à féliciter. Et en France, nous avons également un bon enseignement. J'ignore le classement mondial, le classement des universités françaises au niveau mondial, mais quand même une chose est sûre, elles ont une meilleure organisation, elles ont une meilleure réputation que nos universités d'origine. Mais être étudiant en France, ce n'est pas toujours rose, ce n'est pas toujours wonderful. La réalité en est que ce n'est pas toujours aisé de s'intégrer harmonieusement dans les universités qui nous accueillent et de façon plus générale dans le pays qui est la France. Nous sommes toujours confrontés en réalité à de nombreux obstacles au bon déroulement du séjour académique ici en France. Et selon moi, le premier facteur qui est à l'origine de l'échec de plusieurs étudiants étrangers ici, c'est le fait de ne pas s'intégrer à la culture française. Quand je parle ici d'intégration, je ne fais pas seulement allusion au fait d'avoir des amis, mais plutôt à s'adapter à la culture et à la morale française. Un exemple très simple, quand je suis arrivé en France, les professeurs et certains camarades avaient du mal à comprendre mon accent. J'avais toujours du mal à m'exprimer. Donc, ils me demandaient toujours de me répéter. Et c'est vice-versa, parce qu'eux aussi, quand ils parlaient, c'était toujours compliqué. Parce qu'ils parlent tellement vite que moi, j'avais du mal à capter. Donc, je ne comprenais que dalle. Et dans des situations similaires, si vous êtes comme moi, en voulant trop garder son accent, en voulant trop garder sa fierté, croyez-moi,
vous n'allez pas vers une intégration facile. Et cela, c'est... vous n'allez pas vers une intégration facile. Donc, pour moi, parler de l'intégration, d'ailleurs, je pense que je trouve très pertinent d'ailleurs le choix, parce que je ne me considère pas déjà comme étant intégré. Donc, je considère très pertinemment le fait qu'on m'a choisi comme pour diriger ou donner ma participation sur ce thème. Parce que ça va éviter au nouveau de suivre mon sommet et d'emprunter un sommet qui sera meilleur. Et croyez-moi, s'il y a 5 ans de cela, si j'avais eu la chance de tomber sur des fils du Fouladou qui animaient une conférence sur l'intégration, je crois que j'allais contourner beaucoup d'obstacles et éviter beaucoup d'épines sur ma route. Je serais mieux intégré que je le suis aujourd'hui. Mais hélas, j'étais à Montpellier à 9 heures de temps d'ici, où tomber sur un Sénégalais, c'est une chance inouïe. Donc, je vous conseille plutôt de ne pas, d'avoir une ouverture d'esprit plus large que la mienne. Déjà, pour trouver un travail facilement, un job étudiant ici en France, si lors de vos entretiens, vos entretiens d'embauche, le recruteur constate que vous avez un problème à communiquer, vous avez un problème de communication, il sera très difficile pour celui-ci de donner une suite favorable à votre candidature. Donc, essayez au maximum de vous imprégner à la culture française. Faites des efforts pour mieux communiquer sans toutefois vous dénaturaliser. Vous pouvez garder votre culture, mais quand même en essayant tout de même s'imprégner, intégrer la culture française. Et le deuxième facteur qui favorise l'essai de plusieurs étudiants étrangers ici en France, c'est le fait de prioriser les jobs étudiants au détriment de leurs études. Dès qu'on obtient notre premier job, notre premier salaire, il serait difficile de se concentrer sur l'essentiel. Si on n'a pas un objectif précis surtout. Mais surtout si vous êtes le messie de la famille. Comme j'ai l'habitude de le dire, moi je suis le Sadio Mané de ma famille, je suis le Edouard Mendy de ma famille. Je suis obligé de marquer des buts ou d'éviter les adversaires de marquer dans mon camp. Donc je peux comprendre certains étudiants dans ce domaine. Mais quand même, il est plus judicieux de privilégier d'abord les études au détriment des jobs étudiants. Et donc, surtout, faire beaucoup attention pour ne pas dépasser le nombre d'heures recommandées pour un étudiant étranger. Si je ne me trompe, c'est 996 heures pour l'année. Sûrement, le doyen Omar et mon oncle Wali vont revenir largement sur cette question. Le troisième facteur est pour moi très déterminant également. Il s'agit le manque d'ambition de certains des étudiants étrangers. Il y a plusieurs étudiants étrangers. Lorsqu'ils arrivent ici en France, eux, ils ont déjà atteint leurs objectifs. Donc le fait de quitter, de déposer une prescription, juste le fait d'envisager de venir en France, c'est un objectif. Donc dès qu'ils viennent en France, pour eux, ils ont atteint leurs objectifs. Donc ils se contentent seulement de traverser quelques étapes de la vie sans se projeter à l'avenir ou se poser les bonnes questions pour évoluer dans ce pays plein d'opportunités. J'en fais partie d'ailleurs. Donc j'ai zéro projet depuis que je suis venu en France. Et encore une fois, ne suivez pas mon exemple, mon sommet. Plutôt, il faut faire mieux.
Un autre facteur aussi très important, c'est l'intégration par rapport à l'environnement. Nous sommes toujours influencés par notre environnement. Si aujourd'hui nous suivons une X religion, si nous avons une façon de manger, une façon de parler, une façon de faire et d'être, c'est parce que nous avons vécu dans un environnement qui nous a inculqué tout ça. Donc, quand on arrive dans un pays comme la France, il est important de choisir son environnement. Choisissez un environnement qui facilite votre intégration, un environnement qui va vous permettre à poursuivre vos objectifs. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui échouent parce qu'ils n'ont pas pu choisir leur environnement. Ils n'ont pas reçu une bonne orientation scolaire et morale. C'est un facteur à ne pas négliger. Avant de poursuivre ici une formation en France, il faut surtout se renseigner sur la formation, se renseigner sur les débouchés de celui-ci, se renseigner sur les universités qui enseignent cette formation. Ici en France, il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui s'isolent sans autant chercher les bons conseils auprès des personnes ressources. Il y a plusieurs étrangers qui se retrouvent dans des problèmes sérieux, dans des difficultés. Parce qu'ils n'ont pas su obtenir la bonne information, fréquenter la bonne personne. Parfois, moi, je venais juste en France, à Paris, pour me ressourcer auprès de mon oncle Wally, par exemple. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut toujours côtoyer les gens qui vont vous pousser vers l'avant. À Montpellier, moi, je fréquentais toujours des étudiants qui travaillent plus de 35 heures et qui vont te dire « Boy, man, tu vois, donc l'environnement, c'est important. Il y a d'autres facteurs aussi, d'autres problèmes de l'intégration. Les difficultés liées à l'intégration des étudiants étrangers en France sont nombreuses et fatidiques. Ces difficultés sont, comme je l'ai annoncé, sur le plan pédagogique, administratif et social. Elles s'enseignent et s'imposent dès notre arrivée. Souvent, la plupart des étudiants étrangers s'en sortent par preuve de brouillardise. Donc, déjà, quand tu arrives, il y a l'activation de ton visa, il y a le renouvellement du titre de séjour, l'obtention du numéro de sécurité sociale. Certains peuvent rester pendant des mois sans avoir le numéro. Certains peuvent... moi, je suis resté 9 mois sans obtenir le numéro provisoire. Bon, ça se comprend parce que j'étais en Martinique. Il y a l'ouverture du compte bancaire. Moi, avant d'arriver en France, je ne connaissais même pas ce qu'on appelait RIB. Et si tu déposes, ta candidature pour trouver un job, on te demande le RIB. Moi, je ne connaissais même pas. Donc, c'est des choses qui, si tu n'as pas le bon moral, ça peut te mettre des barrières. Donc, il y a aussi surtout les barrières linguistiques, les conditions du météo, le sentiment d'isolement social quand on arrive en France. Là, j'essaie de résumer. La rupture systémique et ses effets. En vérité, la comparaison des filières éducatives d'origine avec le système français fait éclater un certain nombre d'incompatibilités, voire même des contradictions. La formation que tu faisais au Sénégal, quand tu arrives ici, c'est pas même si c'est la même formation, mais il y a des différences. Voilà. Il y a les problèmes sociaux. Rien qu'avec avec ce point, les problèmes sociaux. Si vous n'avez pas un bon moral, si vous n'avez pas un moral solide, vous risquez de craquer, emprunter un sommet qui mène vers l'échec. Je me rappelle, moi, je suis arrivé en France avec 90 000 francs comme argent de poche. Donc, après conversion, c'est 134 €. Et c'est avec cette petite somme que je comptais trouver un logement, me nourrir, je ne sais pas.
payer CEVEC que je ne connaissais même pas. Donc c'est des choses vraiment difficiles. Dès qu'on arrive, il y a tout un problème, beaucoup d'obstacles. Bon, pour finir cette partie, je vais proposer quelques techniques pour s'intégrer facilement. Le premier point, pour moi, il faut soyez une personne qui a la joie de vivre, que ce soit à l'université, dans vos jobs étudiants, avec les collègues de travail, dans votre logement, avec vos locataires. Moi, à Montpellier, lorsque je logeais au Crous, je connaissais tous ceux qui fréquentaient, en tout cas toutes les personnes qui logeaient sur mon étage. Donc ça vous ouvre des opportunités. Le concept maison, école, dodo, boulot, ça c'est quelque chose qui vous empêche totalement l'intégration. Donc le deuxième point pour moi, il faut d'une manière ou d'une autre côtoyer les enfants de ce pays, connaître le fonctionnement du pays afin de profiter des opportunités de ce pays, parce qu'il y en a plein. Il n'y a pas de mal de vivre, de mener une vie d'un Flodunga en France, de fréquenter des Sénégalais, de fréquenter de mener une vie d'un Flodunga. Mais il faut s'ouvrir aux autres communautés, créer une vie sociale avec les Français. Vous ne pouvez pas vous intégrer facilement, même avoir des opportunités, réaliser de grandes choses si vous restez enfermé dans une communauté restreinte. Quand je vous parle d'intégration sociale, je ne vous demande pas non plus d'aller fréquenter n'importe quel Français, d'aller fréquenter n'importe quelle Française. Il faut suivre des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous, qui ont les mêmes ambitions que vous. Le troisième et dernier point, je vais m'arrêter là, c'est surtout intégrer les associations, intégrer les activités sportives et culturelles au sein de vos universités. Dans chaque université, ils proposent des activités, que ce soit culturelles ou sportives, il y en a plein. Et dans chaque ville aussi, il y a les étudiants Erasmus qui fréquentent les universités à une période. Donc il faut essayer de les connaître, de s'approcher de ces derniers-là. Et même dans les cours, dans vos classes, essayez, comment dirais-je, il y a toujours des groupes de travail, d'intégrer des groupes où il n'y en a pas que des Sénégalais ou des personnes de votre communauté. Là, j'essaie juste de donner un code de la route, un cours sur le code de la route. Donc ne suivez pas ma façon de conduire. Voilà. Pour finir, je vous remercie du temps de parole. J'espère que je n'ai pas trop abusé. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Abdoulaye Bandé. Merci pour la présentation. Bonjour à tous. Avant tout, je tiens à remercier tous les membres de l'association, à l'occurrence le coordinateur général, M. Ousmane Baldé, le chargé des relations extérieures, M. Abdoulaye Baldé, le secrétaire général, M. Madi Oumbalo. Cette journée d'intégration est l'un des thèmes les plus importants au XXIe siècle. Au XXIe siècle, l'intégration est devenue un facteur déterminant dans la vie de tout un homme. Parce que pour s'intégrer, il faut un respect de certaines valeurs sociales. C'est pourquoi les membres de l'association se sont réunis et se sont tombés d'accord sur ce thème crucial. Intégration et insertion professionnelle des étudiants étrangers en France. En Pulaar, Tawegol et Kenyeragol et Kenyegol Hopbe Djangobe de France. Pour parler de ce thème, mon exposé s'articulera autour de 6 points.
la problématique de l'insertion et de la professionnalisation. La problématique de cette question, je parlerai d'abord de son début et son contexte en France, et ensuite tomber sur la question de l'intégration des étudiants Fuladunga. Et le second point, quelles sont mes motivations, quel effet sur ma personnalité. C'est-à-dire, avant de l'insertion et de la professionnalisation, il faut d'abord se poser sur des questions de motivation, et ces motivations, est-ce qu'elles auront un rapport avec votre personnalité? Et le troisième point, quel profit et quelle fiche de poste recherche-t-on? Pour parler de l'insertion et de la professionnalisation, il est important de savoir qu'est-ce que vous recherchez et comment le chercher. Et le quatrième point, quelle exigence pour les CV et l'aide de motivation? C'est le point, disons, le plus important, en quelque sorte, puisque les étudiants, dès qu'ils arrivent, ils sont confrontés à un problème. Ils quittent chez nous. Moi, je ne savais même pas comment faire un CV. Et arrivé là, forcément, il faut trouver un boulot, ce qu'on appelle des boulots, des jobs étudiants. Et la lettre de motivation accompagne tous ces facteurs-là pour essayer de trouver quelque chose qui nous permettrait de vivre en France. Et le cinquième point, c'est site spécialisé dans le recrutement des étudiants ou chercher du travail si on est étudiant en France. Et le sixième point, on parlera d'entretien d'embauche. La problématique de l'insertion et de la professionnalisation a eu ses débuts aux États-Unis. À l'école de Chicago qui a développé théoriquement ce concept dans le contexte des États-Unis des années 1960, à travers ce qu'il véhicule aujourd'hui, l'American of Life. Ils avaient pensé que pour s'intégrer, si un étranger arrive quelque part, il est obligé de se comporter aux valeurs du pays. C'est ça qui les ont poussés à forcer les gens à travers ce concept. On est obligé de s'intégrer. L'intégration à la société grâce au travail et aux possibilités de réussite sociale qu'il offrait étant fondée sur l'adhésion et des valeurs communes qui n'étaient des considérations de l'État et des politiques sociales. Ça, c'était aux États-Unis à travers le concept de l'insertion professionnelle. En France, le concept d'insertion professionnelle est historiquement la résultante de deux matrices de l'État social à la française. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers ce terme en France? En France, au début, l'insertion professionnelle était liée aux handicapés. Comment il fallait pousser les handicapés à s'intégrer socialement? Comment il fallait les aider pour qu'ils ne se sentent pas trop victimisés et trop exclus de la société? C'est là les débuts de l'insertion en France, en parlant du concept français. Elle s'est développée des années 1960 dans le cadre politique public visant à valoriser l'accès des personnes handicapées à l'emploi et à des ressources précaires. La seconde matrice est à l'origine du concept d'insertion professionnelle et l'idée au déploiement de la planification à la française des entreprises. Comment il fallait essayer et comment il était question d'intégrer les gens dans l'entreprise. Et c'est cette question qui concerne surtout les étudiants. Comment on pourrait être inséré dans des entreprises? Parce que l'entreprise répond à des normes. Vous ne pouvez pas être inséré dans une entreprise si vous ne vous respectez pas certaines valeurs de l'entreprise. Avant de s'intégrer dans l'entreprise, il faut que vous
la personne en question, vous ayez vos motivations avant de chercher du boulot. Ayez vos motivations d'abord. Parce que c'est à partir de vos motivations que vous allez essayer de trouver un travail qui vous permet de s'épanouir. C'est quel effet sur ma personnalité. Et sur ce point, il y a 3 points qu'il faut prendre en considération. Quête du sens au travail, intérêt pour l'entreprise, les valeurs dirigeantes et organisation et votre projet professionnel. Et là, il faut prendre en considération tous ces aspects pour essayer d'être intégré dans une société. Et pour l'effet sur ma personnalité, j'ai essayé de prendre l'exemple de la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, elle répond à toutes les trempes de la vie en société. Toutes les trempes de la vie en société. Dans tout ce que vous faites, il faut qu'il y ait ces 5 points qui sont très importants pour essayer d'être totalement d'être en parfaite corrélation avec ce que vous recherchez. Abraham Maslow, c'est un Américain qui est né américain. Abraham Maslow et la motivation des individus. La théorie de Maslow est née dans les années 1960. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans tout ce que vous faites, il faut qu'il y ait le besoin de physiologie, excusez pour moi. Après ce besoin, il y a le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance et amour, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement. Le besoin de physiologie, avant de chercher le boulot, il faut vous poser certaines questions. Qu'est-ce que vous recherchez dans ce boulot-là? Si c'est juste un salaire. Si c'est juste un salaire, et là, vous avez sur le premier point, besoin de salaire. Il y a des gens, dès qu'ils arrivent, des étrangers qui arrivent, tout ce qu'ils vivent, c'est trouver un salaire. Alors que dans certains postes, dès que vous entrez dans ce poste, vous n'êtes pas, si le travail ne colle pas avec ce que vous faites, il n'y a pas l'épanouissement. Donc s'il n'y a pas l'épanouissement, vous allez être un prisonnier, un employé, en quelque sorte, qui n'est pas épanoui dans ce qu'il fait, et dit, ne cherchez pas ces arts de métier-là. Il faut que vous interroger vous-même sur vos motivations. C'est à partir de là que vous allez faire un travail, que vous allez être un responsable de demain de l'entreprise. Mais si vous restez là-bas uniquement pour de l'argent, vous n'allez pas durer là-bas. C'est là qui pousse les gens à chercher du boulot de gauche à droite ou bien de quitter leur emploi du jour au lendemain. Et ensuite, il y a quel profil et quel fiche de poste dois-je avoir et connaître. Avant de chercher un emploi, il faut d'abord vous interroger sur le profil et la fiche de poste que vous devez se renseigner. Le profil de poste n'est rien d'autre que le portrait robot du candidat idéal. Le profil de poste est donc l'expression du besoin d'une ressource humaine pour une entreprise. Le profil de poste, c'est les attentes de l'employé vis-à-vis du candidat, compétences et qualités du candidat pour qu'il remplisse avec succès les missions listées sur la fiche de poste. Avant de mettre vos CV ou de réaliser un CV, essayez de voir le profil recherché. Ensuite, la fiche de poste. Cela veut dire que voici le poste le profil qui est recherché. Est-ce que moi, en tant que candidat, je remplis ce profil-là? Ensuite, dès que je suis admis dans l'entreprise, est-ce que ce qu'on me demande, je serai à mesure de le faire? Et pour ça, il y a des exigences pour des CV et des lettres de motivation. Et le CV respire. Il faut demander les anciens. Dès que vous arrivez, vous ne savez pas faire un CV, demandez les anciens, parce que le CV respire. Le CV, c'est comme une personne.
il faut d'abord l'identité du candidat indiquer votre nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et âge et état civil. Ensuite, présentez vos réalisations académiques les plus importantes. Inclure des dates des diplômes et des noms des établissements. Et vos expériences professionnelles est la partie la plus importante de votre CV. Affichez vos positions précédentes dans ordre chronologique inverse, y compris le monde de l'entreprise, vos titres d'emploi. Au niveau des expériences professionnelles, il est très important de tout lister. L'entreprise, la durée et le poste que vous occupiez dans cette entreprise. Et il y a aussi les compétences. Une brève compétence peut être une nature pour votre CV. Les listes de compétences sont de grandes façons de mettre en évidence vos capacités d'une manière rapide. Et n'oubliez pas les langues. En dernière position, il faut mettre votre linguistique compétente. Cela dit que qu'est-ce que vous pouvez, les langues que vous maîtrisez correctement, parce que certains fiches de poste, les langues sont exigées. Si vous ne comprenez pas très bien l'anglais et que vous mettez dans votre CV, vous comprenez l'anglais, pendant les entretiens, on peut vous poser des questions en entretien et c'est la mort. Ça m'est arrivé. J'avais mis un CV comme quoi que je comprends très bien l'anglais et pendant l'entretien, on m'a posé des questions en anglais, je ne pouvais même pas répondre. Évitez l'erreur là, les nouveaux. Ce que notre frère Ablaï dit, il ne faut pas tomber sur les mêmes pièces que les anciens. Ne faites pas ça. Mettez au moins niveau intermédiaire, si vous ne comprenez pas, pour ne pas tomber dans ce piège-là. Et pour les lettres de motivation, le contenu de la lettre de motivation est généralement organisé en 4 paragraphes. Le premier point, c'est le besoin de l'entreprise. Avant de réaliser vos lettres de motivation, il faut se renseigner sur les besoins de l'entreprise. Et ensuite, indiquer pourquoi vous correspondez au poste. Quelles sont vos qualités de motivation? Et le troisième point, vous envisagez la collaboration entre vous et l'entreprise. C'est la question qui revient tout le temps. En exemple, on vous dit, si on vous prend, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Cela veut dire qu'il faut préparer ça. Une fois que vous êtes pris, assurer la collaboration entre vous et l'entreprise. Et le quatrième point, c'est la formule de politesse. Et la formule de politesse, n'oubliez pas de voir, il y a des sites spécialisés sur des formules de politesse job étudiants. N'oubliez pas de les consulter avant de faire vos lettres de motivation pour ne pas mettre des erreurs dans vos lettres de motivation. Et les sites spécialisés dans le recrutement des étudiants, en France, nous avons Pôle emploi est le premier site de recherche d'emploi. Mais Pôle emploi est pour tous les recherches d'emploi en France. Cela veut dire qu'il ne s'agit pas uniquement que des étudiants. C'est toutes les personnes qui sont là, qui s'intéressent, qui sont dans le chômage, peuvent aller dans Pôle emploi pour se renseigner, pour essayer de voir comment il faut trouver de l'emploi. Il y a encore Indeed, mais l'avantage de Indeed, c'est que vous pouvez concevoir un CV et le déposer. Il y a tout le temps des postes qui sont similaires avec votre profil. C'est à partir de là qu'on va sélectionner si ça va, ça colle avec les besoins de l'entreprise. Comme ça, après, on va vous contacter. Et pour les étudiants, la plateforme gouvernementale Jeunes en Jeunes, une solution .gouv.fr dédiée à l'insertion professionnelle des jeunes, ceux qui cherchent l'alternance et stage emploi proposé par ailleurs.
une insertion dédiée aux offres de job étudiants et aux jobs d'été. Il faut voir ce site-là. Il y a tout le temps ce qu'on appelle job étudiants ou des forums dans lesquels on présente comment il faut faire, comment il faut accompagner l'étudiant pour qu'il puisse trouver facilement un emploi. Et si vous déposez votre CV, vous êtes contacté et qu'il y a un entretien d'embauche, il faut comprendre les objectifs de l'entretien. Avant d'aller à l'entretien, il faut comprendre que les objectifs de l'entretien, c'est valider l'adéquation entre l'humain et l'entreprise. Ce que vous avez déposé dans votre CV est les besoins de l'entreprise. Cela veut dire qu'il faut valider l'adéquation entre l'humain et l'entreprise. Vous, votre personnalité, votre savoir-faire, il faut que ça soit en corrélation avec les besoins de l'entreprise. Confirmer que le candidat est la personne la plus appropriée pour le poste vacant. Comment? Compléter les informations du CV, découvrir le candidat humainement, son savoir-être et savoir-faire, évaluer le potentiel du candidat, expliquer les missions et les tâches du poste, mesurer la motivation du candidat, communiquer les conditions du contrat de travail. C'est les aspects les plus importants, c'est ça qu'on recherche pendant l'entretien d'embauche. Et comment bien se préparer à un entretien d'embauche? L'entretien d'embauche est très important et il faut le préparer comme vos devoirs si vous voulez le réussir. Ne quittez pas parce que on vous a contacté, vous prenez votre stylo, vous partez comme ça. Vous allez essuyer des défis. Il faut le préparer. Et pour ça, il faut analyser la description détaillée du poste. Ce que j'avais parlé de profil de poste. Vous analysez le profil et la fiche de poste. Ce que l'entreprise recherche avant de se présenter à l'entreprise. Le deuxième point, c'est effectuer des recherches sur l'entreprise et sur le poste. Il faut connaître l'entreprise. Je prends le cas de Samsic. Samsic, c'est une entreprise spécialisée dans des travails, c'est une boîte d'intérim en fait. Si vous partez là-bas, il faut au moins que vous ayez quelques notions de l'entreprise ou de la SNCF. On pouvait vous demander la définition de la SNCF. Si vous ne connaissez pas, on va dire que il ne faut pas tomber de nulle part et prétendre travailler dans une entreprise. Et le quatrième point, c'est réfléchir aux questions couramment posées pendant un entretien d'embauche. Il y a des questions, tout le temps ça revient, quel que soit l'entretien. Il y a l'entretien professionnel et l'entretien individuel. Et là, il faut voir les questions qui reviennent tout le temps, ça vous permettrait de ne pas tâtonner le jour de l'entretien. Préparez des questions pertinentes à poser à votre interlocuteur. Tout le temps, on vous demande si vous avez des questions. Ne partez pas à l'entretien d'embauche sans préparer une question que vous allez poser. On va dire peut-être que vous n'êtes pas trop motivé. Renseignez-vous et posez des questions pendant votre entretien d'embauche. Voilà ce que, de manière ramassée, ce que j'avais à présenter. Et avant tout, en conclusion, disons, pour réussir l'insertion professionnelle, nous avons tous besoin, nous tous étudiants, que ce soit les anciens et les nouveaux, nous avons besoin de la flexibilité et de l'adaptabilité. Nous sommes dans un monde qu'on ne peut pas décrire en quelque sorte. Et pour cela, nous avons besoin de l'adaptabilité. Il faut être flexible pour réussir, pour être inséré de manière professionnelle dans les entreprises françaises. Merci de votre attention. Merci beaucoup, merci Marc. Merci pour ce cours magistral. Et je tiens à rappeler qu'il fait une thèse au fait. Ouais. C'est pour cela.
Et franchement, merci d'avoir bien géré le temps. Ça se voit, comme je l'ai dit tantôt, l'espérance elle est là et que la qualité elle est là. Et que la quantité elle n'est pas toujours obligatoire en fait. Le plus important pour moi, je pense, c'est la qualité. Et heureusement pour nous que dans le fidèle flot de Wandia, il y a alhamdoulilah de la qualité. Et je pense que nous devons continuer dans cette lancée-là. Sans autant trop parler, je pense qu'après on va faire un résumé de tout ce qui a été dit par le frère Ablaye et par le frère Omar. Sans autant tarder, je vais donner la parole à M. Wali. Mais avant de donner d'abord la parole à Wali qui est là présent, je voudrais signaler qu'après leur intervention, il y aura des questions et des interventions. Sauf que là, je précise que ça soit virtuellement ou bien présentiellement, merci de poser des questions qui ont un rapport avec le thème du jour, pour ne pas trop perdre du temps. Je ne sais pas si ceux qui sont en virtuel, ils m'ont entendu ou pas. Donc, Wali, vous avez la parole. Et nous vous prions aussi, jusqu'à présent, de bien gérer le temps comme... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد الحمد لله رب العالمين ko idi ko fof taw mi salmini musidɓe meɗen ɗum jooɗi ɓe ɗo ɓe poyi woto fof inde mum e yettode mum wona ɗum fof kala mi salmini musidɓe meɗen Fuladu Wandiya to ɓe mbawi wonde fof daroɓe hen ɓe keɓani e laata ɓe poyi. Bon, comme il a été structuré, c'est un thème qui est d'ordre majeur, parce qu'il nous concerne et qui nous a concernés les uns les autres. Soit on est aujourd'hui étudiant ou aujourd'hui on est travailleur, salarié. Je ne vais pas me répéter, encore moins répéter ceux qui vont précéder Ablaye et M. Omar. Ils ont fait une exposition brillante et je les en félicite. Je m'occuperai de la partie 3, procédure de changement du statut étudiant pour celui des salariés, que le coordonnateur a le grand plaisir de nous projeter. Dans cette partie, j'ai voulu travailler sur trois sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'est la confiance de l'employeur. Deuxième, démarche administrative. Et le troisième, le monde professionnel. Non. Oui, démarche administrative. Et le troisième, c'est le deuxième renouvellement. En ce qui est du premier, quand je parle de confiance de l'employeur, moi, je suis étudiant. Je suis arrivé en 2017, j'ai fait mes études. J'ai eu à faire 2 masters. Après mon master, comme tout étudiant, j'étais confronté à la situation du changement de statut. Et pour ça a été vite fait et bien fait. Pourquoi j'ai dit vite fait et bien fait? Parce que quand j'étais étudiant, j'avais eu à cultiver ce qu'on appelle la confiance de l'employeur. Donc, cet exposé est presque le mien. C'est ma situation que je suis en train de vous exposer. J'étais, après un premier master et un deuxième master, j'étais enseignant dans le collège. De plus, je travaillais à métro les samedis. Donc, j'avais 2 boulots, comme beaucoup de nos étudiants ici. À l'école ou au collège, j'avais un attache avec madame, la principale, que j'avais mis sur ma poche, ou dans ma poche. Bref, à travers là, je l'ai, comment ça s'appelle, quand je dis aussi, quand je dis la confiance, c'est-à-dire, il faut dire à l'employeur qui vous êtes, pourquoi vous êtes là. Madame, j'ai fini mes études, je suis étudiant étranger. J'ai un titre de séjour étranger. Donc, si je finis mes études et que je n'ai pas un travail, je vais me retrouver dans une situation d'irrégularité. Donc, ce qui m'expose à l'expulsion. On en a parlé, elle ne savait rien de tout ça. Comme tous les employeurs en France, ils ne savent rien de nous. Ils ne savent rien du CERFA, ils ne savent rien de comment on fait pour changer le statut. Maintenant, c'est à l'étudiant qui a fini ses études ou bien qui est en phase de changement de statut de mettre en place une confiance. Il y en a beaucoup de personnes, ils vont vous parler de pour changer votre statut, il vous faut un salaire minimum ou égal. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais, comme moi je l'ai dit, moi je suis sous la protection de Thierno. Thierno, il m'a dit, moi j'ai peur de rien dans ma vie. Et aussi, Allah m'a toujours donné la chance de procéder ainsi. Donc,
Ce que je veux dire par là, quand vous avez déjà votre employeur qui vous aime, vous allez vous faire aimer d'abord, qui vous aime et qui est prêt à vous changer votre statut. Là, je vais me brancher direct chez Omar quand je dis un employeur doit vous aimer d'abord, c'est à vous de montrer une posture responsable. Le premier jour, bonjour, le respect de soi et des autres aussi, des valeurs de l'entreprise. Parce que cette entreprise a ses valeurs. Vous n'allez pas tomber dans une entreprise comme Métro, qui est laïque. Donc, vous allez mettre votre tapis de prière pour vouloir imposer votre religion parce que vous venez du Sénégal ou bien vous êtes Fouladunga. Non. Vous n'allez pas aussi à l'école enseigner des enfants dans une république laïque et vouloir les inculquer des valeurs de l'islamophobie, de l'islam, j'allais dire. Donc, tout ça, d'abord, c'est le respect de soi et des valeurs de l'entreprise dans laquelle vous voulez travailler. Une fois que vous êtes là, vous avez cultivé ce respect, vous avez la confiance de votre employeur. C'est à vous maintenant de le mener vers votre situation. C'est-à-dire, monsieur, je veux changer mon statut. Il ne connaît rien de ça. Et à partir de là, vous allez commencer les démarches. Il va vous poser des questions. Comment on va changer votre statut? Qu'est-ce qu'on va vous demander? C'est très facile. Déjà, vous commencez par là. C'est très facile. C'est parce que vous n'êtes pas confronté à cette situation. Les situations dans lesquelles ils sont toujours confrontés, c'est des situations de CAF. Vous voyez? Donc, vous allez parler de CERFA. Ils savent CERFA, il y a la CAF, CERFA, il y a l'autorisation de travail. Vous lui dites que nous avons besoin d'un petit document appelé autorisation de travail. Ne en faites pas un problème majeur, ce n'est pas majeur. Ça, ce n'est pas un problème majeur, c'est un problème minuscule pour nous qui sommes sous la protection des tiers. Bref. Du coup, à partir de là, quand vous lui parlez du CERFA, il vous dit c'est quoi le CERFA? Vous lui dites c'est quoi le CERFA? Et à travers ce CERFA, vous d'abord, c'est vous, la personne concernée, l'étudiant qui est à la recherche d'un emploi qui doit aller vers les informations. Comme Ablaï l'a dit aussi, je vais prendre un peu de lui, quand il dit s'entourer de bonnes personnes. Vous êtes venu étudiant, entourez-vous des étudiants. Moi, mon cas, je m'étais entouré d'étudiants étrangers, des docteurs maliens et des docteurs ivoiriens que je ne regrette pas. J'en parle toujours. Ils m'ont aidé. Quand j'ai voulu travailler dans certaines boîtes, ils m'ont dit non, tu ne travailles pas ici, Wali, ce n'est pas ton profil. Tu ne vas pas rester, excusez-moi du terme, scotché devant une gare. Non, demain tu es dans le besoin de changer ton statut, vas-y dans l'école. Tu es un intellectuel, montre tes compétences intellectuelles. Et c'est comme ça qu'on fait. Parce que quand vous êtes dans le monde du travail, c'est à vous de vous donner une valeur sûre. Omar l'a dit, le CV, ça respire, c'est votre personne. Vous ne pouvez pas vouloir changer un statut tout en avant un CV. Vous êtes un futur cadre, vous allez vouloir changer votre statut dans un domaine bien précis de la technologie, par exemple, ou des relations internationales, alors que dans votre CV, c'est écrit restaurateur. Donc, pendant toute votre vie étudiant, vous étiez restaurateur. Excusez-moi. Ou bien, tous les travaux que vous avez fait, vous n'avez jamais fait un stage qui colle avec l'emploi que vous êtes à la recherche. Ça aussi, c'est un problème. Donc, le CV. C'est à partir de là, maintenant, les démarches administratives, le CFA, quand vous prenez les choses au clair, vous entourez des bonnes personnes qui ont changé leur statut ou bien qui ont des compétences, qui ont des connaissances meilleures que vous. Ils vont vous dire quels sont les documents à fournir et vous les fournissez. Il y aura impérativement un CV. Le CV, il respire. Je reprends la phrase de Omar. Il doit respirer donc. Vous faites un très bon CV. Un très bon CV, moi je m'en souviendrai comme si c'était aujourd'hui. J'ai cherché du travail pendant 5 mois, je n'ai pas trouvé. Ablaï, il est venu avec 100 €. Moi, heureusement, il y avait des personnes dans la famille qui connaissaient un peu. J'ai dit la France et du coup, ils m'ont beaucoup aidé. Je suis venu avec 1500 €. Donc, je n'avais pas vraiment besoin de travail dès mon début d'année. Bref. Vous allez en faire un très bon CV. Après le CV, vous allez avoir besoin de tous les documents tels que les justificatifs de logement, votre diplôme. Il faut toujours un diplôme. Toujours les diplômes, il faut l'avoir.
Quand vous avez votre diplôme, maintenant, là où on va parler de problème de salaire, ça ne colle pas les gars. Moi je vous l'ai dit, j'ai l'expérience. Au collège, on ne paye pas plus, quand vous êtes contractuel dans un collège, on ne paye pas plus de 1700 euros. Jamais. Donc moi, en personne, j'ai eu 2 autorisations de travail dans un seul mois. Au collège, madame, elle m'avait fait une autorisation de travail. Parce que c'est des CDD. À métro, comme toujours je dis, la confiance, il faut toujours cultiver la confiance. Le directeur qui venait d'arriver, comme dans les grandes boîtes, on change le directeur tous les 2 ans. Le directeur, il est arrivé, on a fait un entretien, je lui ai dit, mes problèmes, je suis étudiant, je viens de finir mes études, je dois changer mon statut. Et je me suis mis, en fait, il a su dans un moment donné que j'étais devenu une personne indispensable dans son groupe. Je suis là, la confiance, je suis là quand il veut de moi. Même les samedis, s'il a besoin de moi, je décroche mon téléphone, je dis, t'inquiète, je viens, je gère. Parce que moi, je savais ce qui était dans ma tête, ce que je voulais après. Bref. Et une fois que vous avez le patron, vous avez son acceptation de vous faire, ne vous souciez pas du salaire, parce que vous êtes sénégalais. Il y a beaucoup de conventions internationales qui ont été signées entre la France et le Sénégal. Et nous, on ne le sait pas. Donc, ce qui est condamné pour un Algérien n'est pas pour un Sénégalais. Donc, le Sénégal, il fait partie des pays les plus privilégiés en France, dans le domaine du travail. Ça, j'en sais quelque chose. Donc, avec 1700 euros, moins de 1700 euros, j'ai changé mon statut. Alors que dans les articles de la France, on dit que c'est 1878, n'est-ce pas? Donc, c'est écrit clair, honnête. Je vais vous le dire encore, ça c'était au collège. Mais dans la même année, le collège m'a proposé un CDD renouvelable. Et là, c'est des pièges. Parce que quand vous avez un contrat de CDD, chaque année, vous allez le renouveler. Donc, chaque année, vous allez reprendre le même titre de séjour. Actuellement, je suis médiateur dans les relations internationales. Je suis des dossiers qui parlent que des titres de séjour de renouvellement des personnes qui avaient des séjours depuis 1988, on n'était pas nés, et aujourd'hui, qui se retrouvent sans papier. Parce qu'ils ont été toujours dans des boîtes d'intérim. Évitez. Il faut chercher un CDI. Quel que soit le prix. Donc, quand Madame m'a proposé un CDD de 1700 euros, Métro m'a proposé un CDD de 1500 euros. Vous voyez la différence? Donc 200 euros de diff. Pour le même mois, comme je le dis toujours, j'ai étudié, j'ai demandé même à Ablaï, j'ai dit, mais écoute, j'ai demandé les personnes toujours qui sont à côté de moi, bon, qui ont plus de connaissances que moi, Ablaï, il n'a pas changé son statut. Mais je lui ai dit, un CDI, tu prends quoi? J'ai posé cette question. Comme ça, j'ai pris le CDI avec 1500 euros, j'ai changé mon statut. Donc, enlevez dans vos têtes, rassurez-vous qu'avec 1500 euros, vous pouvez changer votre statut. Déjà, vous êtes sénégalais, vous n'êtes pas guinéen, vous n'êtes pas malien, vous n'êtes pas. Vous êtes sénégalais, pays de Senghor, qui a négocié des lois bien avant que nous. C'est bon. Après, une fois que vous. Maintenant, là, je vais arriver direct au. Comment ça s'appelle? Au troisième point. La deuxième année. Une fois que vous changez votre statut, vous avez l'autorisation de travail, vous allez à la préfecture, on vous donne une autorisation de travail. Il faut la garder soigneusement. Parce que on va vous la demander l'année qui suit. Si, une condition, vous n'avez pas changé de travail. Moi, je savais que pour trouver un travail en France, c'est la chose la plus pénible pour un étudiant étranger. Quand j'ai trouvé un travail à Métro, en CDI, dans ma tête, je sais que j'ai des diplômes qui ne sont pas payés à leur juste valeur. Et ce n'est pas grave. Si je n'ai pas de travail, si je n'ai pas de titre de séjour, je n'aurai pas où dormir, je n'aurai pas quoi manger. Donc, je m'en fiche de la valeur du salaire. Moi, ce que je cherche, c'est la valeur du papier d'abord, le séjour. J'ai accepté de travailler pendant une année sous 1500 balles, 1700, 1500, 1700, avec des prix jusqu'à 2000, ça va. Quand j'ai reçu mon titre de 1 an, il fallait le renouveler. À partir de là, quand vous renouvelez votre titre de 1 an, vous aurez un titre de 4 ans. Maintenant, pour renouveler ce titre de 1 an, de quitter 1 an vers 4 ans, on va vous demander l'autorisation de travail. Donc, on va vous demander les 3 derniers bulletins de salaire,
l'autorisation de travail qui dit que vous êtes toujours dans le même emploi. D'où il ne faut pas changer d'employeur. À chaque fois que vous changez d'employeur, alors que vous n'avez pas encore renouvelé votre premier titre de séjour en tant que salarié, vous allez rechercher cette même autorisation de travail. Et ce qui est pénible pour tout le monde aujourd'hui. Donc, il y en a beaucoup qui le font, après ils regrettent. Parce que moi, j'ai vu quelqu'un qui a changé son statut avec une boîte, il a fait 8 mois, il a changé une autre boîte, et là, il n'a pas fini sur la période d'essai, il s'est mis à dos son boss qui a arrêté son contrat. Bref, donc c'est une personne. Quand vous avez un bon boss qui accepte de changer votre statut, changez-le, restez dedans. Quand vous changez après, vous avez les 4 ans, vous avez la liberté de sortir, d'aller où vous voulez. Voilà comment ça procède. Excusez-moi si j'ai pris beaucoup de temps et je vous en remercie de votre confiance. Merci. Merci beaucoup, Thierry Ali. C'était vraiment captivant. Parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par le changement des statuts. Et c'est pour cela, je pense, que votre parti ne concernait pas que les nouveaux, ça concernait tout le monde. Et c'est pour cela, personnellement, je ne voulais pas vous laisser finir. C'est le coordinateur qui me mettait la pression. Mais sinon, on allait rester jusqu'à demain parce qu'en fait, j'avoue, actuellement, je suis dans les mêmes conditions et j'ai fini mes études. Donc, et je pense que la majorité des personnes qui sont là présentes, tout le monde rêve de changer son statut. J'espère que ça va se faire. Maintenant, de façon générale, pour résumer ce qui a été dit, je pense que le thème, franchement, ils l'ont très bien exposé dans la mesure où ils l'ont très bien réparti. Je ne sais pas si vous vous êtes parlé entre vous, mais Ablaye a parlé d'intégration, une chose qui est très importante. Il a donné des conseils par rapport à l'intégration, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et je pense que les nouveaux devraient en quelque sorte prendre ces propositions-là, parce qu'il a parlé en fonction de son expérience. Et l'expérience fait toujours la différence. Oumar a plus insisté sur l'insertion et comment faire le CV, tout ça. Et ça aussi, c'est très important. Parce que c'est le CV qui permet en fait d'avoir des entretiens. Mais derrière, si tu as des entretiens, il faut une autre chose. Et là aussi, Oumar, il a donné des clés. Parce que si tu as des entretiens et que tu ne sais pas te vendre, tu ne peux pas. Donc, le plus important aussi, ce n'est pas l'entretien uniquement, ce n'est pas le CV. Derrière ça, pendant l'entretien, il faut savoir se vendre. Parce que les Français, ils aiment ça. Si tu ne sais pas te faire vendre, c'est fini, ils ne vont pas te prendre. Ils vont prendre quelqu'un d'autre, même si ce dernier a moins de compétences que toi. Donc, ne dites pas parce que vous avez des entretiens que forcément vous allez être pris. Vous pouvez aller en entretien. Si vous ne savez pas vous vendre, laissez tomber, ça ne va pas le faire. Donc, dès à présent, apprenez à vous vendre. Le français, que ce soit les directeurs, tout le monde aime ça. Et Wally, comme je l'ai dit tantôt, il a parlé plus pour nous. Il a parlé de changement de statut et de tout ce qui est procédure administrative à faire. Franchement, c'était un sujet qui est très important. Et comme je l'ai dit tout à l'heure là, il y aura des interventions. Donc nous vous prions d'être bref dans vos interventions, parce que là on est tenu par des contraintes de temps. Après il y a Thierno Ibrahim qui est là, le gouvernement qui nous attend. Donc sans en parler, c'est pas, il y a des personnes qui sont présentes dans la salle. Il y a notre frère Boubacar qui est là, notre frère Kabir, et notre frère, notre trésorier général Azouin qui est là aussi. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Et pour ceux qui sont en virtuel, nous allons prendre 3 personnes, je pense. Ouais, 3 personnes.